Toutes et à tous. Donc, je m'appelle Michel Duru, je suis directeur de recherche à l'INRAE. C'est l'Institut national de la recherche sur l'agriculture, l'environnement et l'alimentation. Et j'ai un passé de recherche sur la prairie et l'élevage, mais depuis 10-15 ans, je m'intéresse à la manière de reconnecter les trois domaines de compétences dont je viens de parler, à savoir l'agriculture, l'environnement et l'alimentation, à la santé humaine, autrement dit, les relations entre la santé de la Terre, de la planète et notre propre santé. Et donc, je vais présenter aujourd'hui une approche unifiée justement de la santé dans ces différents domaines. D'abord, en proposant des clés pour définir et mettre en œuvre une transition vers un système alimentaire plus durable. Donc, système alimentaire plus durable, ça va de l'agriculture, voire de l'amont de l'agriculture, jusqu'à notre assiette. Alors, je vais faire ça en 4 temps. D'abord, je vais rappeler le constat et puis les urgences. Je vais fournir ensuite ces clés de compréhension. Ensuite, je vais montrer qu'il y a 3 domaines d'action au niveau du système alimentaire à coordonner pour créer un futur désirable. Et je terminerai en montrant que pour sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes toujours, il n'y a qu'une seule voie, c'est une seule santé. Alors, vous le savez bien, les problèmes d'aujourd'hui qui sont importants sont en fait les solutions d'hier. Donc, il faut vraiment faire cette vision rétrospective. Et je vais le faire rapidement avec le schéma suivant, où vous avez une dizaine de problèmes. Donc, en vert, c'est l'environnement, en bleu, c'est la santé. Donc, je les énumère rapidement puisque vous les connaissez tous. Pour l'environnement, c'est la dégradation de la qualité des sols qui perdent leur matière organique, mais aussi la dégradation des eaux, les nitrates, les pesticides, et de la qualité de l'air, notamment particules fines et ammoniac. À l'autre bout du monde, c'est la déforestation, mais notre système alimentaire y contribue, notamment avec le soja. La déforestation sous les tropiques, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre. L'épuisement des ressources, le pétrole, bien sûr, mais le phosphore en agriculture. Le dérèglement climatique, vous le connaissez aussi bien que moi. Et puis le déclin, voire l'effondrement de la biodiversité. Et côté santé humaine, on a 4 points importants. Déjà, la sécurité alimentaire, elle est présente partout dans le monde, y compris en Europe et en France. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de plus en plus de mal à se nourrir. Les maladies chroniques non transmissibles, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires et autres, c'est 2 milliards d'habitants dans le monde, plus que la malnutrition. L'antibiorésistance, c'est 25 000 morts par an en Europe, à savoir que c'est créé donc par une excès d'utilisation des antibiotiques en médecine vétérinaire et en médecine humaine. Et puis les zoonoses, c'est-à-dire les maladies transmissibles de la faune sauvage à l'élevage domestique et ou à l'homme. Bien, la Covid, le coronavirus, un exemple. Ce que je veux dire, c'est on croit qu'on a une douzaine de problèmes, mais en fait, c'est un seul et même problème parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de flèches. La déforestation accroît le changement climatique qui accroît l'érosion de la biodiversité et réciproquement, le déclin de la biodiversité résulte de la dégradation de la qualité des sols et il amplifie cette dégradation. La dégradation de la qualité de notre environnement contribue aux maladies chroniques. Les maladies chroniques et l'antibiorésistance sont un facteur de risque pour les formes graves des zoonoses comme la Covid. Donc, vous voyez, on a affaire à un seul et même problème. C'est pour ça qu'on va parler d'une seule santé et je ne vais pas parler de façon éclatée du climat, de l'azote. Je vais commencer par ça, mais après, je vais montrer les liens qu'il y a entre tout ça. Le problème, c'est que la plupart des gens sont d'accord sur le diagnostic, mais que les mesures qui sont prises ne sont pas suffisantes et ne sont pas à la hauteur des enjeux. Sur la figure de gauche, ici, vous avez les évolutions depuis 1990 des émissions de gaz à effet de serre de la France, à peu près 500 millions de tonnes en équivalent gaz carbonique, comme on dit. Et on voit que des plans ont été mis en place en 2015 pour arriver à zéro autour de 2030 et qu'on voit déjà que les 2 premières années, on n'est pas arrivé, à savoir que la courbe marron, qui sont les émissions effectives, est supérieure aux objectifs. Au milieu, on a la courbe d'obésité et de surpoids chez les adolescents. Il y a eu des politiques dédiées, notamment Manger, Bouger, vous savez, le plan national de nutrition santé. Et entre 2001 et 2017, il y a eu une augmentation, malgré les plans. Et sur la droite, c'est le cas des pesticides. Vous savez qu'il y a eu le plan Ecophyto. En 2009, on devait diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre, pardon, les quantités de pesticides utilisées. Ça n'a pas marché, donc on a fait Ecophyto 2, puis ça ne marche toujours pas, donc on fait Ecophyto 2+.
Et donc, malgré des crédits, des subventions importantes et beaucoup de travaux, ça ne bouge pas, voire ça augmente. Donc, les politiques par silo, ça conduit à une impasse. Alors, je vais apporter quelques clés de compréhension en montrant que, premièrement, l'utilisation des terres en France, en Europe au moins, n'est pas durable. Deuxièmement, que le régime alimentaire qu'on a en France et en Europe, qui est associé finalement à la manière dont on utilise les terres, il n'est pas soutenable. Et enfin, je vais montrer que notre alimentation fait le lit, est à l'origine de la plupart des maladies chroniques. Alors, pour faire très vite sur la fertilisation azotée, donc qui a considérablement augmenté depuis la Seconde Guerre mondiale, du fait de la capacité à fournir de l'azote de synthèse qui, entre nous soit dit, est fabriqué en Russie actuellement, donc on va en manquer. Et vous voyez qu'on est capable de calculer sur la carte de France des surplus azotés. Eh bien, il y en a partout en France. Et vous voyez les zones orange et rouge, c'est des quantités qui sont supérieures parfois à 100 kg par hectare. Eh bien, ces doses supérieures, ça passe dans l'eau, à savoir les nitrates et donc les marées vertes derrière en Bretagne, ou ça passe dans l'air, l'ammoniac. Si on regarde aussi les conséquences au niveau de la qualité de l'eau dans les eaux souterraines, je prends ici, depuis 1996, vous voyez que on est dans le rouge, c'est-à-dire supérieur à 50 mg, et puis en excédent fort dans les, en gros, jaune orangé, ben vous voyez, en gros, ça n'a pas bougé depuis 20 ans, malgré des politiques dédiées très importantes. Je prends les pesticides. Depuis 2009, vous voyez que ben, les quantités ont plutôt augmenté, malgré tous les plans éco-phyto. Donc, ça n'a pas bougé, quoi, voilà. Et ça concerne donc beaucoup les fongicides en orange et les herbicides en vert. Et à droite, vous avez en haut la carte de l'Europe avec les sondages dans les sols. Et ce sont donc les résidus de pesticides. Quand dans le camembert, c'est vert clair, c'est qu'il n'y en a pas. Mais vous voyez, plus c'est foncé, plus les quantités, les milligrammes donc par kilo de terre sont importantes. Donc, il y en a partout. Et le pire, c'est quand on regarde la figure en bas à droite, vous avez sur l'abscisse, c'est le nombre d'échantillons analysés, donc on monte à peu près à 320. Et les couleurs indiquent les quantités, indiquent pardon, les types de pesticides. Et plus la valeur est élevée, plus c'est élevé. Donc on constate qu'il y a un petit nombre d'échantillons, vous voyez sur la droite, là il y a une vingtaine d'échantillons, où on a 2500 mg de pesticides par kilo de terre. Et la couleur, bien quand c'est bleu clair et bleu foncé, c'est le glyphosate, ou l'AMPA, qui est son métabolite. Donc ça veut dire, on nous avait dit que le glyphosate se dégrade dans les sols. En fait, c'est le pesticide le plus retrouvé dans les sols, que ce soit le pesticide lui-même ou sa forme de dégradation. Vous avez ici, sur la figure à gauche, la carte de France stylisée pour les cultures annuelles. Donc, il n'y a pas les prairies, il n'y a pas les vergers, pas les vignes. Donc, ça fait quand même en France un peu plus de la moitié de la surface agricole utile, donc ça doit faire 13 millions d'hectares. Et vous voyez que 4 cultures, c'est proportionnel à la surface, occupent tout le territoire. Il y a le blé, la moitié de la France, et l'orge, le maïs, le colza et le tournesol. Et puis, vous avez des petits points verts que vous voyez à peine, qui sont entourés d'un gros cercle rouge. Ce sont les légumineuses essentiellement, le pois, la févrole, le lupin, le soja. Donc ça, c'était l'évolution de la France au bout de 60 ans après la Seconde Guerre mondiale. On arrive à une réduction du nombre de cultures. Il y a eu l'agrandissement des parcelles qui a été très fort avec l'arrachage de haies. Et puis, je vous ai montré un petit peu ce qu'il en était au niveau des pesticides et des engrais de synthèse. Et il faut savoir aussi, c'est que le travail du sol s'est multiplié. La conséquence de tout ça, c'est en termes de biodiversité, c'est baisse du nombre d'insectes pollinisateurs, ça tout le monde le connaît, du nombre d'oiseaux, mais aussi quelque chose qui est insidieux et qu'on ne voit pas, qui est la baisse de la teneur en matière organique des sols. Et cette baisse de teneur en matière organique des sols, c'est une catastrophe, parce que ça rend les plantes plus vulnérables aux bioagresseurs, donc notamment aux insectes, et ça veut dire aussi qu'il y a du déstockage de carbone dans le sol, et donc ça contribue au réchauffement climatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en agriculture, la biodiversité, c'est un atout, c'est-à-dire que ça permet de rendre des services, mais on voit que les rendements commencent à stagner et que les besoins en intrants de synthèse s'accroissent, parce que quand le sol ne joue plus sa fonction
de protéger et de nourrir les plantes, on compense par un supplément d'engrais et un supplément de pesticides. Et ça accroît aussi les cultures au dérèglement climatique. Et actuellement, là, il y a un lobbying de la FNSEA et c'est repris par le gouvernement face à la crise en Ukraine pour dire qu'il faut enlever les réglementations environnementales. C'est un non-sens parce que l'azote va coûter de plus en plus cher et puis que ce n'est pas la solution pour produire plus ou pour produire mieux. Ici, vous avez la carte de France dans le camembert, mais un peu plus détaillée. Donc en vert, ce sont les prairies, vert foncé, prairies permanentes. Au milieu, enfin en bas à droite, les prairies temporaires. Et en bas, le maïs en silage. Donc tout ça, c'est pour les ruminants. Et puis, vous voyez que tous les céréales qui sont en jaune, donc ça concerne le tiers de la France, eh bien, 40% des céréales, c'est pour nourrir les animaux, 50% des céréales, c'est pour l'exportation, et 10%, c'est pour nous nourrir. C'est-à-dire pour faire notre pain, nos pâtisseries, notre couscous et tout ça, on n'utilise que 10% des céréales produites. Et pour nous nourrir, vous voyez aussi que ça concerne moins du quart de la surface française. Vous voyez, donc il y a les 10% des céréales pour nous alimenter, les légumes secs, lentilles et autres, pommes de terre, betteraves, les vergers, la vigne, le colza pour faire l'huile. Et tout ça, là ici, c'est des oléoprotagineux pour le bétail. Non, ça c'est pour nous, pardon. Mais ici, c'est les oléoprotagineux pour le bétail. Et en plus, on importe l'équivalent de la surface en maïs, en silage, on l'importe en soja pour nourrir les animaux. Donc, vous voyez, pratiquement les 2 tiers de la surface de la France ne servent pas à nous nourrir directement. Ils servent à nourrir des animaux dont nous nourrissons après. Et pour nous nourrir, donc, quand on enlève l'exportation, il ne reste pas grand-chose. Et ça, les gens ne le savent pas. On pense qu'on se nourrit avec la surface agricole française. Ça sert surtout pour exporter, enfin, nourrir les animaux. Alors, et aussi, c'est que l'élevage, voilà. Et vous voyez, donc l'élevage est concentré dans les zones où sont rouges. Donc, pour nous, c'est la Bretagne. Voilà. Alors, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais comparer plusieurs sources de protéines, à la fois pour l'énergie qui est nécessaire pour les produire, pour produire 100 grammes de protéines, la surface nécessaire pour produire 100 grammes de protéines, et les GES, c'est les gaz à effet de serre émis pour fabriquer 100 grammes de protéines. Et je vais comparer donc les protéines animales aux protéines végétales. Donc en rouge, on a la viande de bœuf. Donc c'est le pire. En bleu ici, c'est le fromage. Ici, en marron, c'est le poulet et le porc. Et puis en vert ici, le grand vert, ça a disparu. En fait, ce sont les céréales. Et le petit triangle vert, ce sont les légumineuses. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour 100 grammes de protéines, quand on passe de la lentille qui est ici au bœuf, il faut à peu près 15 fois plus d'énergie pour fabriquer cette protéine, 15 fois plus de surface, et ça émet 15 fois plus de gaz à effet de serre. C'est considérable. Donc on voit le porc et le poulet, c'est un peu intermédiaire, et en rouge pointillé, c'est la viande des troupeaux laitiers. Pourquoi c'est moins? Parce qu'au cours de sa carrière, la vache, elle permet de produire du lait et donc du fromage, mais elle permet aussi de faire de la viande. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est fondamental. Hein, c'est 10, l'élevage, c'est 5, 10, 15 fois plus d'énergie, de surface et de gaz à effet de serre que les protéines végétales. Et donc, quand on regarde les fameuses émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, en violet, vous avez le méthane ici. En vert, c'est le protoxyde d'azote. Et le fioul du tracteur, c'est que ça, c'est 15%. Donc, la moitié qui reste, c'est le méthane qui provient donc de ce qu'on appelle la fermentation entérique des vaches, mais aussi des émissions à partir des déjections animales. Et le protoxyde d'azote, c'est lié à l'épandage d'azote, que ce soit l'azote minéral, mais l'azote organique aussi. S'il n'est pas enfoui, il part dans l'atmosphère. Et le protoxyde d'azote, c'est un pouvoir de réchauffement 320 fois supérieur à celui du gaz carbonique qui est émis par le fioul du tracteur. Maintenant, quand on regarde le régime alimentaire associé à l'utilisation des terres, on a ici les émissions de gaz à effet de serre annuelles d'un Français moyen, c'est 1600 kg par an, soit à peu près 4,5 kg par jour. Et quand vous regardez tout ce qui est Bordeaux, c'est la viande de bœuf.
Là, c'est le poulet et le porc. On rajoute tout ce qui est le lait. Et donc, une petite partie seulement, dans tout ce qu'on mange, 20-30%, même 20%, ce sont les produits végétaux. Tout le reste, ce sont les animaux. Et un régime qui est recommandé pour la santé, je vais y revenir à un régime de type méditerranéen. Vous voyez, on passe de 4,7 kg par jour de gaz à effet de serre à même pas la moitié. On mange quand même de la viande, mais on en mange bien moins. On mange aussi des laitages et on accroît un petit peu la surface en légumineuses. Donc, vous voyez les marges de progrès qu'il y a. Et donc, une alimentation durable, ça nécessite de consommer moins de protéines animales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais en plus, vous allez le voir, c'est un régime bon pour la santé. J'ai ici sur cette figure les données de à peu près, je crois, 20 à 30 000 personnes en France. C'est une enquête INRA-INSERM qu'on appelle Nutrinet Santé, où on enregistre le régime alimentaire précis des personnes qui répondent à cette enquête et leur état de santé. Donc, on a segmenté la population française enquêtée en 5. Il y a la population moyenne, je ne vais pas en parler là. Je vais regarder le rouge, ceux qui mangent le plus mal, et le vert, ceux qui mangent le mieux. Alors, ceux qui mangent en rouge le plus mal, donc le 5e de la population, en termes de protéines, c'est ceux qui en consomment le plus, donc ils en consomment pratiquement 2 grammes par kilo de poids corporel. Donc, si je pesais 100 kilos, ça ferait 200 grammes par jour, et les 3/4 sont des protéines animales. Comme ils mangent beaucoup de viande, ces gens-là mangent peu de fruits et légumes et surtout peu de céréales complètes et de légumineuses qui contiennent des fibres. Ils ne mangent que 16 grammes de fibres par jour alors qu'il en faut 30. Je rappelle aussi qu'au niveau des protéines, il suffit de regarder le régime qui est en vert. Vous voyez, on consomme en gros, ces gens-là consomment 1 gramme de protéines, moitié moins que les autres, dont 50% de protéines animales. Donc, ils consomment 3 fois moins de viande que les autres personnes. Et ils sont au niveau des recommandations pour les fibres, 30 grammes par jour, 33 grammes. Maintenant, vous regardez le graphique de droite. Donc, en haut à droite, il y a des indicateurs santé avec 12 nutriments, 10 nutriments. Il n'y a pas photo, le régime vert est meilleur pour la santé, quelle que soit la manière dont on le calcule. Et maintenant, on va regarder l'empreinte environnementale. Eh bien, vous voyez ici, il y a les émissions de gaz à effet de serre. Le régime rouge, c'est 6 kg par jour, l'autre, c'est 2,6 kg. Donc, c'est moins de la moitié. Quand on regarde les nombres de mètres carrés pour se nourrir par jour, on passe de 15 mètres carrés à 7, on divise par 2. Et le besoin en énergie pour se nourrir, donc ce qu'il a fallu en agriculture pour élaborer les produits alimentaires, c'est aussi la moitié. Donc, la très bonne nouvelle, c'est qu'un régime bon pour la planète, c'est bon pour la santé. Mais vous voyez, c'est des changements radicaux. Je vais y revenir plus dans le détail après, mais c'est beaucoup moins de protéines animales et beaucoup plus de fibres. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même les 2 éléments essentiels. L'alimentation actuelle, elle fait le lit des maladies chroniques. Je prends ici le cas du diabète, et c'est les évolutions sur 20 ans en France. On voit que c'est pour la classe d'âge moyenne des 45-75 ans que ça a augmenté le plus, c'est le plus élevé, ça a doublé, on est passé de 60 000 cas à 140 000 cas. Mais vous voyez que même chez les plus jeunes, les moins de 45 ans en vert, on est passé de 15 000 cas à 20 000 cas. L'obésité en France, des années 80 à 2015, vous voyez, on est passé de 5% en moyenne à 17%. Ça a triplé. Et on a des dynamiques similaires pour les cancers, polyarthrite, maladies coronariennes, des maladies mentales comme l'autisme et les dépressions sévères. Et vous voyez pourquoi, vous verrez après pourquoi je les regroupe. Je rappelle que pour toutes ces maladies qui sont énoncées ici, l'origine environnementale, dont l'alimentation, c'est à peu près l'essentiel de l'explication. Parce que la génétique, en moyenne, ne compte que pour 20%. Une étude aux États-Unis de synthèse de grande ampleur a montré que pour les jumeaux homozygotes, donc qui ont le même patrimoine génétique, 20% étaient donc d'origine génétique, que le reste, c'est notre environnement. Alors, je passe à la 3e partie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, on peut le résumer en 3 points. Premièrement, il faut développer une agriculture multifonctionnelle qui est basée sur la biodiversité. Deuxièmement, il faut redimensionner à la baisse et réorienter l'élevage. Et compte tenu de ce que je viens de dire, vous voyez que c'est bon pour la planète et notre santé. Et enfin, il faut promouvoir une alimentation préventive basée sur une refondation de l'agriculture, mais aussi de l'industrie agroalimentaire. Alors, l'agriculture multifonctionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une agriculture qui est basée sur la santé du sol, la diversité des paysages.
Et cette agriculture, qu'est-ce qui la caractérise? C'est que la biodiversité, donc la diversité, vous avez là, par exemple, on mélange des espèces, une graminée, une légumineuse, on fait des semis sous couvert, on fait de l'agroforesterie, on fait des intercultures dans les rangs de vignes, on crée une mosaïque paysagère avec des parcelles à taille raisonnable, avec des haies, des infrastructures écologiques. On laboure moins, on travaille moins le sol, ce qui permet de développer les vers de terre, bien sûr, mais aussi des mycorhizes qui permettent d'aider la plante à se nourrir, à se protéger contre les bioagresseurs. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la biodiversité dont parlent les plantes, ça permet de réduire les intrants. Donc, c'est comme un intrant, ça permet de remplacer de l'azote, ça permet de remplacer des pesticides. Et en plus, ça fournit des services à la société, et ça contribue à améliorer la qualité de l'air, la qualité de l'eau, et ça aide à lutter contre le dérèglement climatique. Alors ici, j'ai comparé 3 formes d'agriculture, à la fois pour les impacts et pour les services à la société. Donc les impacts, ce n'est pas bon, les services, c'est bon. Donc sur la partie droite, c'est les impacts. Et pour faciliter la lecture, plus à l'extérieur du fromage, mieux c'est, moins il y a d'impact, ou plus il y a de services. J'ai comparé l'agriculture classique, qu'on peut appeler conventionnelle, raisonnée, qui certes cherche à s'améliorer, mais elle ne remet pas en cause cette agriculture, la simplification des paysages. Elle est toujours curative, elle n'est pas préventive. Son objectif, c'est réduire les impacts. Et tout ce que fait le gouvernement actuel, c'est exactement pour soutenir ce type d'agriculture, à savoir c'est la robotique, c'est la génétique et c'est le numérique. On peut réduire un peu, mais on ne peut pas aller loin. Je vais comparer ça à l'agriculture biologique, 15% des exploitations agricoles françaises, et je vais comparer ça à l'agriculture de conservation des sols, qui est basée sur 3 choses. Premièrement, l'arrêt du travail du sol, donc c'est favorable à la biodiversité dans les sols. Deuxièmement, c'est une couverture permanente du sol, donc il n'y a pas de solus, bien qu'il n'y a pas d'érosion, mais on capte plus de carbone. Et troisièmement, c'est des relatations plus longues qu'en agriculture conventionnelle. Quand on regarde les impacts, eh bien, on voit que l'agriculture biologique, elle est moins bonne que les autres agricultures pour les besoins en terre. C'est normal, il faut 30% de rendement en moins, et les gaz à effet de serre, c'est un peu supérieur. Par contre, elle est meilleure pour l'écotoxicité, bien meilleure que les 2 autres. L'écotoxicité, c'est la toxicité par rapport aux vivants, hein, donc les insectes, les pollinisateurs et autres. Et pour la toxicité humaine, il n'y a pas photo. Mais vous voyez que c'est partagé, ce n'est pas aussi simple que ça. Par contre, quand on regarde les services à la société, l'agriculture conventionnelle est toujours en dessous. Alors, qu'est-ce que c'est que les services à la société? C'est déjà la valeur nutritionnelle des produits, c'est la régulation du cycle de l'eau, donc l'épuration de l'eau, c'est aussi l'aide à la santé du sol, la stabilisation des sols, c'est-à-dire c'est l'arrêt de l'érosion, et la régulation du climat, c'est-à-dire c'est la séquestration du carbone. Donc, l'agriculture conventionnelle, même améliorée, est toujours en dessous. Et l'agriculture bio est équivalente ou un peu inférieure à l'agriculture conventionnelle, à l'agriculture de conservation des sols. Donc, actuellement, par rapport à la mise au point de l'éco-score, du score nutritionnel, il y a des petits malins qui se sont focalisés uniquement sur un critère. Par exemple, ils regardent les gaz à effet de serre, qui est un impact négatif, bien sûr, et ils ne regardent le bio que pour ça. Ils se disent, le bio, c'est la catastrophe. Et donc, il faut regarder au moins l'ensemble de ces critères, et ce n'est pas exhaustif, ce que j'ai fait là. Et vous voyez que ce n'est pas simple, parce qu'il n'y a aucune agriculture qui est performante partout. Donc, si on accorde beaucoup d'importance aux questions de toxicité, ça sera l'agriculture bio qui sera mise en avant. Jamais l'agriculture conventionnelle. Par contre, si on accorde de l'importance un petit peu à l'érosion, à la séquestration du carbone, ça sera plus l'agriculture de conservation des sols, même si elle utilise encore des pesticides. On pourra discuter après pour aller plus loin. Deuxième point important, il faut redimensionner, réorienter l'élevage. Vous avez vu que je crois que c'est, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est en gros, en réduisant l'élevage, même l'élevage que bovin, en réservant, en cantonnant l'élevage sur les prairies, on peut récupérer 5 millions d'hectares de céréales et de protéagineux. Et vous avez vu que c'est meilleur pour notre santé. Si on libère ces terres, on peut faire vendre plus de blé ou on peut faire plus de bio. Donc, même si le bio a un rendement moindre, mais on va libérer des terres. Donc, il faut absolument, si on veut généraliser un régime bio, il faut absolument réduire la consommation de produits animaux. Et en plus, ça a des externalités positives pour la santé, parce que les prairies,
quand elles sont bien positionnées dans un paysage, elles jouent le rôle d'une haie, pour faire vite. Et comme je vais vous le montrer, le lait ou la viande fait à l'herbe, c'est bien meilleur pour la santé que le lait fait au maïs soja. Vous avez ici, sur cette figure, ce qu'on appelle les oméga 3. Les oméga 3, ce sont des acides gras indispensables que l'on trouve dans les huiles, certaines tout du moins, et dans tous les produits animaux. Et vous avez en ordonnée les oméga 6, qui sont aussi des acides gras indispensables. Ce qu'il faut savoir, je regarde si je ne l'ai pas, non, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a un excès d'oméga 6 dans tous les pays occidentaux, essentiellement dû à la consommation, à une surconsommation d'huile de tournesol et un peu d'huile de palme. Et on a un déficit important d'oméga 3. On n'en a que 0,9 g par jour au lieu d'1,8. Et ce déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3, il crée des inflammations dans notre corps qui sont à l'origine, qui sont un facteur de risque pour toutes les maladies dont je vous ai parlé, y compris pour notre système immunitaire. Et donc, c'est un facteur de fragilisation de notre système immunitaire par rapport à la COVID-19. Donc, ce rapport oméga 6, oméga 3 ne doit pas être supérieur à 4. C'est la ligne oblique que vous avez là. Maintenant, on va regarder la composition du lait, de la viande rouge, des œufs et du porc selon les modes d'alimentation. Regardons le lait. Ici, en rouge, c'est le lait fait au maïs soja, 65% du lait français. Et ici, c'est le lait fait à l'herbe en vert. Et donc, vous voyez que le rapport oméga 6, oméga 3 ici est de 8 pour le lait fait au maïs soja, et il est de 2 au 3. Et donc, ça veut dire quand on est à gauche de cette ligne, on a des produits animaux qui sont inflammatoires, donc qui sont des sources de risque pour notre santé. Et quand on est à droite de cette courbe, on a des produits animaux qui sont anti-inflammatoires, donc qui nous aident à lutter contre toutes les maladies dont je vous ai parlé. Donc, ce qui n'est pas critiquable, ce n'est pas la viande en soi, c'est comment elle est faite. Alors, le chapeau, c'est pour les volailles, parce que vous voyez que les charcuteries ici, donc ils sont sources aussi avec les nitrites de cancer colorectal, mais moi, je vous parle autre chose, je vous parle des acides gras, je vous parle ici des œufs du poulet, donc qui sont puissamment inflammatoires avec l'alimentation classique de ces animaux. Quand on les complémente en lin, eh bien, on a des aliments, œufs, viande, qui sont puissamment anti-inflammatoires. Si je résume en France, 20% de la viande est finie à l'herbe, la viande bovine, 35% du lait fait à l'herbe. Et pour la filière, le lin, le marqueur de la filière, de l'alimentation à base du lin, le marqueur commercial, c'est la filière bleu blanc cœur. 4 à 10% sont les produits. Donc la majorité des produits animaux produits en France, mais aussi en Occident, ne sont pas bons pour notre santé, alors qu'ils peuvent l'être, si l'alimentation est adaptée. Donc en résumé, pour l'élevage, c'est des changements plus considérables qu'il faut faire que pour les cultures. Ce n'est pas simplement une question de bio, c'est beaucoup plus compliqué puisque il faut redimensionner l'élevage. Et en gros, on termine une étude avec la fabrique écologique qu'on va présenter demain au niveau national. Je pourrais vous envoyer le lien. La conclusion qu'on arrive, c'est pour les vaches uniquement, les bovins, les ovins. Il faut diviser par 2 notre production. C'est énorme. Ensuite, il faut des produits denses en micronutriments. Donc, ça veut dire qu'il faut réorienter l'élevage à l'herbe pour les bovins et puis les complémenter en lin lorsqu'il s'agit de poules ou de cochons. Et pour que ça soit cohérent, pour ne pas déstabiliser les filières, il faut végétaliser notre assiette. Et puis, il y a d'autres choses aussi. Il faut des aliments peu transformés parce qu'on peut avoir de la bonne viande, mais si on fait des nuggets de poulet avec, c'est une catastrophe. Donc, il faut manger des produits, pour les produits animaux comme pour les produits végétaux, il faut manger des produits bruts. Ils sont beaucoup plus riches en micronutriments. Il n'y a pas tout un tas d'additifs qui plombent notre santé. Dernière chose, il faut promouvoir une alimentation préventive. Alors, l'alimentation préventive, je l'ai schématisé ici, notre régime typique occidental, c'est celui-là. Vous voyez, beaucoup de viande, pas beaucoup de fruits et légumes, en plus on les importe. Il faut inverser la pyramide. C'est pas compliqué, quoi. Donc, alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des travaux récents qui montrent, qui révolutionnent la manière de s'alimenter. Avant, on raisonnait en protéines, en glucides, en lipides. On peut toujours, bien sûr. Mais maintenant, on raisonne l'alimentation non plus uniquement par rapport à nous, nos propres besoins, mais par rapport aux besoins des microbes qui habitent dans notre intestin, qui sont plus nombreux que nos cellules. Et les microbes, ils peuvent jouer comme les microbes dans la rhizosphère, donc autour des racines des plantes, ils peuvent jouer un rôle utile pour nous nourrir et surtout pour notre santé, à la fois
pour éviter les maladies chroniques, cancer et autres diabètes, mais aussi pour renforcer notre système immunitaire par rapport à la grippe saisonnière, par exemple, ou par rapport à la Covid. Donc, c'est fondamental. Donc, j'ai marqué ici, bon, mais c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut passer, notre régime alimentaire, en l'espace de 50 ans, il est passé d'un microbiote riche à un microbiote appauvri. Et vous voyez, donc, ce n'est pas les mêmes bactéries qu'on a. Donc, on a ce qu'on appelle une dysbiose, des inflammations à l'origine de la plupart des maladies chroniques, je vous ai parlé. Donc, ça peut être les maladies du cœur, du rein, des poumons, même si on ne fume pas, on peut avoir le cancer du poumon, du cerveau. Et les maladies du cerveau, c'est-à-dire que même maintenant, on sait que certaines formes TDAH, d'agitation des enfants, que certaines formes de dépression sont dues à un dysfonctionnement de notre microbiote intestinal. J'ai des collègues de l'INRA qui travaillent sur les relations entre anxiété et microbiote. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un microbiote sain? J'ai résumé ça, j'ai une publication en 12 règles. C'est assez simple. Il y a l'approche classique, je vous disais, les protéines, il faut les réduire, les lipides, il faut orienter. Alors, lipides, ça veut dire c'est les produits animaux plus riches en oméga 3, il faut supprimer l'huile de tournesol. Les glucides, il faut moins de glucides solubles. Bon, je vais très très vite. Mais ce sur quoi je vais insister, c'est pour nourrir notre microbiote, c'est ce qui est ici. Et ça, on n'en tenait pas compte avant. Et donc, j'ai noté les règles 6, 7, 8, 9, 10. Et ce qui est fondamental, c'est les fibres. 95% d'entre nous n'avons pas le carburant, donc on n'a pas l'aliment qui permet à nos microbes d'être utiles. 95% des Français. Les oméga 3, c'est un peu comme l'huile de moteur, on ne l'a pas. Les antioxydants aussi, les probiotiques. Et puis, ce qu'il faut réduire, les aliments ultra transformés, c'est 35% de nos calories. Il faut diviser par 2 ou par 3. Et puis, bien sûr, l'exposition aux pesticides et aux contaminants. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut regarder l'ensemble. Là, on discute, c'est la semaine des pesticides. Bien sûr, c'est important, mais il faut savoir que les oméga 3 sont des antipoisons. Donc, bien sûr tout le monde on est trop exposé aux pesticides, y compris le glyphosate, mais en même temps, 95% d'entre nous n'avons pas l'antipoison. Donc, réduire les pesticides, c'est bien, mais ça n'a pas de sens si on n'a pas une transformation globale. Et donc, c'est bien l'ensemble de ces règles qui aboutissent à ce qu'on appelle un régime 3V, c'est-à-dire vrai, pas d'aliments transformés, ce qui est écrit en gros. Végétalisé, c'est les fibres, c'est écrit en gros, vous voyez. Et puis varié, c'est important pour tout ce qui est antioxydants. C'est ce qui est marqué ici, donc ce régime 3V. Vous voyez, 15% de calories maximum de calories animales, 15% maximum de produits ultra transformés, et puis des produits variés de saison, bio et local. Les gens qui travaillent sur le microbiote disent qu'il faudrait consommer 25 types de fruits et légumes différents par semaine pour avoir la gamme des antioxydants qui varient selon la couleur du fruit, donc poivron rouge, poivron vert, oignon blanc, oignon violet. Donc, c'est une révolution qu'il faut faire dans notre alimentation. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est bon pour la planète et notre santé. Alors maintenant, comment sortir de l'impasse? Il y avait eu une multitude de problèmes, mais c'est comment penser en termes d'une seule santé. Alors, j'insiste sur le fait que souvent, on incrimine les agriculteurs, donc qui sont ici, en France, à peu près 400 000 exploitations agricoles, mais qu'en fait, c'est que le problème vient de tous les acteurs du système alimentaire. Même nous, 67 millions de consommateurs, nous sommes complices sans le savoir. Quand on achète du blanc de poulet et pas des cuisses, ça veut dire que le poulet vient de Pologne, maintenant de Thaïlande. Quand on mange que des burgers de bœuf, qui est fait avec les morceaux avant de la vache, on n'en a pas assez en France, et ça veut dire qu'on les importe d'Allemagne. Donc tout ça, c'est sans le savoir, on est en train de désorganiser nos filières. Alors le deuxième problème, c'est qu'il y a beaucoup d'exploitations agricoles, enfin pas suffisamment, 400 000, 67 millions de consommateurs, mais les intermédiaires, c'est quelques multinationales. Pour les intrants agricoles, Monsanto et compagnie, pour les semences, les entreprises de l'agroalimentaire qui font 84% du marché, c'est que 300 entreprises, 4 centrales d'achat, Auchan et autres, plus les problèmes de gaspillage, de mauvaise gestion des déchets. Donc, on est dans un système complètement parti en panade. Et donc, il faut raisonner l'ensemble. Alors, le système actuel, finalement, quoi qu'on en dise, on est dans le greenwashing.
Et je le résume de la manière suivante. En haut, on maintient une agriculture peu diversifiée. C'est les annonces qui viennent d'être faites par le président de la République. On ne remet pas en cause. La santé des plantes est toujours assurée par les pesticides. Tant qu'on conserve 4 cultures en France pour 90% de l'espace, ce n'est pas possible. On ne peut pas réduire les pesticides. L'alimentation, elle est un peu au mieux optimisée. Le plan, comment dire, le Nutri-Score, on dit un peu moins de gras, un peu moins de sucre, mais il ne dit pas moins d'aliments ultra transformés. Il ne voit qu'une partie du problème. Et la mondialisation, on s'alerte, mais on ne la remet pas fondamentalement en compte. Parce qu'on conserve des spécialisations régionales. Les huiles, l'huile de palme, c'est l'Indonésie, le soja, c'est le Brésil, l'Argentine. On dit qu'en France, on va arrêter d'importer le soja et qu'on va faire les légumineuses en France, mais on n'a pas la place pour nourrir plus de bétail. Il ne faut surtout pas remplacer le soja par des légumineuses cultivées en France. Il faut réduire l'élevage. Et l'élevage bovin, il faut le concentrer sur l'herbe. Et ce qu'il faut faire, c'est de manière concomitante, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie, une agriculture biodiversité, un élevage réduit, et la production de notre nourriture, elle se fait en misant sur la santé du sol et la santé des paysages. Il faut un régime de type méditerranéen, avec des produits peu transformés, de saison, de proximité, et donc c'est penser la santé par le microbiote intestinal. Et donc, vous avez vu, le principal problème dans notre alimentation, c'est le manque de fibres. Pour les sols, le principal problème, c'est le manque de carbone. On apporte de l'azote en ayant oublié que les bactéries du sol qui vont nourrir la plante, qui vont la protéger, ce n'est pas d'azote qu'elles ont besoin, c'est de carbone. Et donc ça, c'est des révolutions qu'il faut faire. Et puis, il faut une agriculture beaucoup plus territorialisée, donc qui renforce la souveraineté alimentaire à l'échelle de la France, bien sûr, et dans les territoires, ce qui suppose une mondialisation extrêmement régulée. Peut-être que la crise ukrainienne va nous y aider. Et donc, une manière de faire, j'en viens au PAT, au plan alimentaire territoriaux. Donc ça, c'est un cadre, c'est un point positif issu de je ne sais plus quel gouvernement. C'est un cadre lâche, on peut en faire tout ce qu'on veut, mais c'est des endroits, sur de petits territoires, on peut réunir vous voyez, tous les acteurs qui concernent l'amont et l'aval de l'agriculture, et puis bien sûr les acteurs de l'alimentation et de la santé. Pour justement essayer de mettre en pratique, parce que je vous ai décrit des grands principes, mais après, il n'y a pas de solution simple. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de barrages à Sivins, donc je connais bien sûr, mais pas forcément bien, mais sans connaître, je vais peut-être dire une bêtise, peut-être vous choquer, mais je dirais un barrage pour faire des céréales et du maïs, interdit. Par contre, si c'est un barrage modeste pour faire des fruits et légumes, pourquoi pas, enfin, voilà. On pourra en discuter, vous connaissez mieux la situation que moi. Donc, c'est un principe générique. Je rappelle que l'essentiel du maïs, ça sert à nourrir des cochons et qu'on mange trop de charcuterie, donc ça ne sert à rien pour faire du blé. Il ne faut surtout pas irriguer des cultures comme ça. Par contre, on mange 2 fois moins de légumes qu'il faut, et en plus, on en importe une partie. Donc là, de l'irrigation pour des légumes, oui, pour des cochons, non. Voilà.